Bonjour. Alors une vidéo, la première depuis un moment et la première cet hiver. Et quand je parle d'hiver, je ne mens pas, vous voyez, il est fait 18 au bureau. Chauffage, un petit problème, mais c'est pas grave, on va faire cette vidéo pour se réchauffer. Et surtout pour faire un petit complément, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, entre autres parce que j'ai beaucoup de cours, et notamment des cours de Django, et s'était posé la question avec les élèves de comment mettre en place un Django sur O2Switch, ce que je n'avais jamais fait sur O2Switch, et je me suis dit, bah pourquoi pas, d'une part le faire pour moi et valider la procédure, et puis le faire pour vous aussi, pour eux, les élèves, et puis pour tout le monde au-delà de ça, parce que bah, l'installation de Django sur O2Switch est relativement classique par rapport à une installation de Django, on va dire. Et donc, allons-y, voilà. Donc, pour le coup, alors je précise quand même que je ne suis pas du tout sponsorisé par O2Switch. S'ils veulent, il n'y a pas de souci, je suis là à leur disposition, mais globalement, c'est juste parce que j'ai un hébergement chez eux et qu'ils proposent entre autres bah, la possibilité d'héberger des solutions Python et dont Django, et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, alors c'est parti donc. Donc première phase, alors il y a des choses que j'ai fait off caméra parce que bah, ça prend un peu de temps, entre autres de délai de propagation, on va dire. J'ai notamment, alors hop là, déjà présenté l'interface d'administration ici. Ah, tiens, elle est pas très grande cette image, mais c'est pas grave. C'est l'installation, enfin l'admin de Switch. Si vous avez un compte chez eux, vous reconnaissez évidemment interface. J'ai zoomé sur les différents éléments qu'on va voir, mais la première phase va être effectivement la création d'un sous-domaine. La deuxième, ça va être le fait de mettre du HTTPS dessus, donc de Let's Script. Euh, je reviens après sur les écrans que j'ai préparés au fur et à mesure. Étant donné que ces deux phases-là, c'est les fameuses qui ont un petit délai de propagation. Donc il faut attendre un petit peu entre le moment où on crée le sous-domaine ou a fortiori si vous mettez sur un domaine évidemment, il peut y avoir un petit délai. Alors c'est de l'ordre du quart d'heure à peu près, enfin ça dépend des fois les sous-domaines sont assez rapides. Si c'est un domaine que vous venez de mettre en route, et là pour le coup il peut y avoir un petit peu plus de temps. Bon, c'est pas. Voilà. Mais envisagez quand même d'attendre quelques minutes entre la phase 1 et 2 et les suivantes en tout cas. La création d'un sous-domaine, donc la création d'un sous-domaine, en l'occurrence, bon, ce qui me concerne, je vais prendre des notes tiens, en même temps. Donc on va être obligé de jongler un peu en permanence entre les différents écrans, étant entendu qu'il nous faut un navigateur, il nous faut éventuellement un éditeur de texte pour prendre des notes parce que c'est important. Euh, et puis c'est à peu près tout, on va faire tout en ligne, hein, bien sûr. On va faire, alors, je précise quand même, je ne l'ai pas dit, mais on va pas monter un Django complet, hein, on va juste faire l'installation et faire une petite procédure qui répond avec une route basique qui fait Hello World, un truc comme ça. Et c'est à peu près tout, hein, bien sûr. Après, c'est pas une vidéo sur Django spécifiquement. Si ça vous intéresse, on pourra l'envisager pour la suite. Donc, première phase, donc, ce qu'on va appeler, hop, je vais zoomer un peu in. Donc, on a dit qu'il nous faut donc déjà un sous-domaine ou un domaine, bien entendu, si vous êtes sur un domaine, évidemment, parce que bah, faut bien que le site réponde quelque part, hein, donc domaine ou sous-domaine. Ensuite, HTTPS indispensable. Donc, création du sous-domaine, je remets les écrans en face. C'est assez simple sur O2Switch, il suffit de préciser le sous-domaine, de préciser sur quel domaine vous allez l'associer si vous en avez plusieurs bien entendu, et surtout, c'est ce qui nous sera utile, dans quelle racine de l'arborescence AutoSwitch vous allez évidemment créer votre sous-domaine. Étant entendu que les sous-domaines chez AutoSwitch, vous n'avez pas de limitation, vous n'avez pas de quota, c'est ce que j'aime bien chez AutoSwitch, euh, c'est qu'il n'y a pas de quota en termes de quantité de quoi que ce soit. Je vais essayer d'augmenter, je bidouille mon petit montage en même temps pour qu'on voit un peu plus voilà, les images, les captures si nécessaire. Retour. Donc effectivement chez O2Switch, il n'y a aucun quota sur quoi que ce soit, ce qui est assez pratique puisqu'on peut créer des sous-domaines pour chaque projet, voire alors il y a des domaines, non, parce que les domaines sont payants, mais les sous-domaines, vous pouvez en créer autant que vous voulez, et donc conseil,
créez-en un pour chaque sous-projet, enfin pour chaque projet que vous mettez chez eux, hein, bien sûr. Donc, pas grand-chose à remplir à cette phase. Bien noter dans quelle racine du document vous allez vous placer. Moi, j'ai créé un r-c.es, U comme utilitaire, puisque je vais y mettre tout un tas d'utilitaires, pour ne pas l'appeler foutoir, parce que ça se fait pas, mais voilà. Une fois qu'on a créé ça, donc on va noter, hop là, le slash u.rc.es. Donc, faites aussi attention à bien noter effectivement les éléments importants dont on va avoir besoin pour la suite, pour la configuration de Django, évidemment. Deuxième phase, donc, enfin phase suivante, c'est le SSL. Alors c'est une que je loupe assez fréquemment là-dessus parce que j'ai peut-être pas bien le réflexe de le faire. J'ai pas fait l'écran précédent, mais vous avez un truc dans l'écran précédent qui s'appelle donc Let's Encrypt SSL ici, où vous avez la liste de tous vos domaines, sous-domaines, etc. Alors il y a différents écrans, et dont un, c'est celui qui nous intéresse, qui s'appelle Let's Encrypt SSL. Ajouter un SSL sur un des sous-domaines que vous venez de créer, donc celui sur lequel on va faire l'installation, mon fameux U comme comme utilitaire, même plutôt, comme on va faire. C'est là où, quand on clique sur générer le certificat SSL qui est ici, ça peut prendre un petit peu de temps, le temps que ça se mette en place. Je crois qu'il redémarre les serveurs en plus, enfin, etc. Mais là encore, c'est pas non plus un temps monstrueux, évidemment. Ensuite, on va donc HTTPS, bien sûr, puisque c'est l'idée. On va aussi profiter évidemment de l'installation de Django, parce que je rappelle que quand on l'installe en local, il nous met ça sur une base SQLite, ce qui est plutôt bien pour faire des expérimentations, mais qui, si on fait des projets un peu ambitieux, il conseille quand même d'utiliser une vraie base de données. SQLite en est une, mais plus légère évidemment, soit Postgres, soit MySQL. J'ai plus l'habitude de MySQL, donc je vais le faire avec MySQL, mais Postgres est bien supporté par Django, voire même conseillé, je crois, en production. Donc pour créer la base de données, c'est pareil, vous avez plusieurs phases. Alors là, c'est toujours le même esprit chez O2Switch. Vous avez un nombre illimité de bases de données, d'utilisateurs, etc. et de quantité de ce que vous mettez dessus. Faut pas hésiter à créer un utilisateur et une base pour chaque projet, ce qui permet de cloisonner un petit peu les choses et de s'organiser plus facilement, bien sûr. Bon, après, on se retrouve avec plein de choses, mais quelque part, si jamais vous voulez couper un service, c'est plus simple, vous coupez la base du service et vous n'avez pas des tables qui se mélangent dans tous les sens. Bref, soyons organisés. Donc, j'ai pris le parti de créer une table, enfin une base donc, que j'ai appelée utile. Donc, le préfixe est obligatoire chez eux, c'est le nom de mon compte, suivi évidemment du choix que vous allez faire. Et par convention personnelle, j'évoque le fait que c'est associé à ce sous-domaine. Bon, même si j'ai mis utils au lieu de U, ça me paraissait plus clair pour la suite. Ensuite, on ajoute un utilisateur MySQL. Toujours par habitude, je lui mets un nom d'utilisateur évidemment en rapport avec la base. C'est pas un problème. La base, l'utilisateur, chacun son nom, enfin chacun son rôle et le même nom pour les deux, bien entendu. On prend un mot de passe costaud. Je vais vous le montrer à un moment donné dans la procédure, mais évidemment, je le changerai par la suite parce que je ne fais confiance à personne sur les mots de passe. Mais évidemment, on aura besoin de ces informations-là, évidemment. C'est-à-dire, toujours pareil, hein, quand on est sur une base de données, on a besoin du nom de la base, on a besoin du nom de l'utilisateur et on a besoin du mot de passe de l'utilisateur, qui doit être celui-ci, qui a été généré par le système. Donc ils ont un générateur de... Alors j'ai pas mis la capture écran, mais il y a un petit générateur, un petit bouton qui doit se situer ici dans ces eaux-là, qui vous permettent de créer un mot de passe, évidemment. Si vous en créez un à vous, arrangez-vous pour qu'il soit évidemment élevé. Bon, c'est de la sécurité, hein, bien entendu. Une fois qu'on a créé la base et l'utilisateur, eh bien, il faut penser à affecter des privilèges à cet utilisateur.
Il suffit de choisir dans un déroulant le nom de la base, le nom de l'utilisateur, vous vous retrouvez sur cet écran, vous cliquez sur tous les privilèges et vous apportez les modifications, pardon. Et là, pour le coup, il n'y a pas de délai, hein, ça se fait automatiquement, hein, bien sûr. Une fois qu'on en est là, bah, c'est là où je me suis arrêté de mon côté, c'est là où il va falloir bah, évidemment commencer à construire l'appli Django. Tac, 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 la possibilité de créer une application effectivement Python pour que l'on puisse créer une application Python, bien sûr, c'est-à-dire faire la partie, on va dire, serveur de la chose. Installer après évidemment Django dans un environnement virtuel, mais il faut d'abord créer l'application, puis donc, on va y aller tout de suite, ce sera moins abstrait. Donc je clique l'application, je clique sur le bouton application. J'en ai un certain nombre qui sont surtout des tests ou des trucs plus ou moins expérimentaux, dont un que j'avais utilisé pour des vidéos précédentes d'ailleurs. Et vous créez une application effectivement ici. Alors si je peux zoomer, magnifique. C'est là où il faut effectivement être aussi un petit peu vigilant. Alors c'est un écran sur lequel on va revenir à plusieurs reprises, parce que on peut rester dessus d'ailleurs, et puis en ouvrir un autre, parce qu'il va falloir travailler évidemment en ligne de commande, on va faire ça en direct. C'est-à-dire qu'on va configurer Django directement en production pour passer les étapes locales, etc. Bon, ce qui est après un petit coup de FTP pour transférer des choses, ou de Git, ou de machin, etc. Bon, on est sur deux Switch, on n'est pas sur un environnement dockerisé et autres. Donc, bon, voilà, je travaille en direct pour cette application-là, évidemment. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de choisir la version de Python, puisque, évidemment, qu'il faut choisir une version de Python. En Django évolue assez vite, enfin assez fréquemment. Je crois qu'il y a une nouvelle version qui va sortir. Ah, avec un peu de chance, ce sera la nouvelle et tout, il n'y a plus rien qui va marcher. Je sais pas si elle est sortie la version. Tiens, on va vérifier ça dans la foulée. Puisque j'ai vu que c'était imminent pour décembre. Alors, elle est attendue en décembre 2023. Vu ce qu'ils annonçaient effectivement, pour la version 5, ça ne devrait pas révolutionner totalement ce qui est valable en version 4. Donc, je pense que la vidéo sera encore valable avec la version 5. Voilà. Donc, ce qui est important de vérifier évidemment par rapport à une version précise, c'est quelle version de Python est nécessaire. Et ils nous disent 3.10, 3.11 ou 3.12. Plus, mais pour l'instant on en est à la 3.12, donc voilà. Donc c'est là où dans le choix du cPanel, il faut évidemment prendre une version correspondante. On va prendre la 3.11, ce qui me paraît à peu près logique, puisque c'est la dernière que O2 Switch propose. Ensuite, on va préciser l'application route, c'est-à-dire l'endroit dans notre application qui va sur lesquels vont être évidemment nos fichiers. C'est là où on retrouve le rc.es que l'on a spécifié, c'est-à-dire le sous-domaine, moins le dossier dans lequel pointe votre sous-domaine. Donc voilà. Et évidemment, on va choisir aussi, là, dans cette longue liste, l'URL de la racine de votre application. C'est là où il faut être un peu vigilant, bien entendu. Vous avez le distinguo entre l'URL qui est ce que vous allez taper dans le navigateur, et la racine, l'application root, qui est là où vous déposez vos fichiers. J'essaye de m'arranger généralement pour que les deux matchent, mais c'est pas une obligation, hein, bien entendu. Ensuite, les autres, je pense qu'on peut les laisser vides pour l'instant, parce que ça va dépendre un petit peu de comment vous configurez votre Django. Mais ouais, on va revenir sur cet écran, on va déjà valider, alors, sauf s'il hurle à la mort, mais a priori, non, ici. Donc c'est là où nous avons effectivement notre appli qui tourne, donc il a déjà créé un certain nombre de fichiers, vous voyez qu'il pointe vers un passenger WSGI, c'est là où il faudra revenir pour modifier effectivement la chose. Ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui se passe en haut ici, c'est-à-dire la route vers l'environnement virtuel que O2 Switch, enfin le cPanel, a créé. Donc là encore, quand on travaille en local,
on crée des environnements virtuels. Là, on va créer enfin, c'est lui qui va créer un environnement virtuel et il va falloir activer, enfin, se rendre dans le dossier de l'environnement virtuel et l'activer. Ou l'inverse d'ailleurs, puisque alors cette commande-là, on va en avoir besoin très fréquemment. Hop. Donc on va la copier, SH, et l'expliquer évidemment juste avant. Donc, qu'est-ce que nous dit cette commande? Alors effectivement, il y en a deux. Il y en a deux, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués aux commandes Unix. Vous avez la première chose, donc on va d'ailleurs les mettre à la ligne, et puis zoomer un petit chouïa, voilà. Donc on a premièrement l'activation de l'environnement virtuel, c'est-à-dire on a choisi un Python 3.11, comme vous pouvez le constater ici. On va dans le virtualenv de notre dossier, et on active la chose. Voilà. Je vais vous montrer, évidemment, on va le faire après. Et une fois qu'on a activé l'environnement virtuel, eh bien, on va se déplacer dans le dossier de l'environnement virtuel pour pouvoir faire nos installations Python, bien entendu. Ça, c'est ce qu'il faudra faire, évidemment, ces deux lignes-là. C'est pour ça que je les garde dans mon fichier de config. C'est ce qu'il faudra faire à chaque fois que vous avez besoin de faire des installations, des PIP install et autres, ou modifier des choses sur votre Python, etc., enfin sur votre install. Il faudra passer par là. Des migrations, entre autres. Donc, une fois qu'on a ça, donc ça on a copié, je vais revenir sur la disposition précédente, et on retourne dans le cPanel sur un autre écran tant qu'à faire pour conserver celui-ci. Alors je précise, puisqu'on est sur celui-ci, le temps que l'autre se charge, si vous avez besoin de relancer Django serveur, ça n'est valable que quand on est en local. Donc si on fait des migrations, des changements, etc., des PIP installés et autres, ça doit se faire, mais quand on est en local. Si on est chez O2Switch, bah, il faut juste faire un restart et penser à faire restart depuis l'admin O2Switch pour redémarrer l'instance du serveur. En phase de démarrage, on relance souvent notre serveur. Une fois qu'il tourne, bah, il tourne, quoi. Donc, à moins de modifier des modèles ou des choses comme ça, mais sinon ça tourne. Donc ça, on oublie, pour l'exploitation, la prod. Donc je reviens sur mon deuxième écran qui est ici, je ferme celui-ci, on y verra plus clair, et on a notre ami qui va nous servir régulièrement, c'est le terminal. Un terminal qui est intégré au navigateur et qui nous permet de passer par le navigateur pour taper les lignes de commande. Donc là, alors, première chose à faire, c'est justement activer notre environnement virtuel. Donc on fait du copier-coller, hein, bien sûr, et vous voyez que vous avez ici dans le prompt le fait que vous êtes bien en URCES 3.11, c'est-à-dire que vous êtes bien dans votre environnement virtuel. Et ensuite, on va se rendre sur le dossier de travail. Donc si vous faites ls, ls IL, ls L, non, je ne sais plus les options du ls. Ah non, oui, je fais pas ls. ls tout court, ça devrait suffire. Je me suis pas créé d'alias pour ça, mais vous voyez qu'il vous a créé quelques petites choses ici, qui sont effectivement la configuration, ce qu'il installe effectivement à l'installation de Django. De l'environnement virtuel. Alors, des fichiers qu'on pourra supprimer par la suite, hein, des dossiers qu'on pourra supprimer par la suite. Et si on se rend sur notre adresse ici, je crois que par défaut, hop, il nous met que it's work. Bon, c'est un petit message en attendant qui fait qu'effectivement ça marche. D'accord, bon, ça marche, tant mieux. On va le laisser aussi ici. Bien. Alors c'est là où maintenant, eh bien, on va faire l'installation proprement dite de Python, enfin de Django. Alors première chose à faire, je vais taper les commandes ici, comme ça vous les verrez mieux si besoin. Donc on va faire un pip install et on va installer Django bien sûr. Donc là c'est pareil, un conseil si vous êtes amené à le faire régulièrement, on note ça dans un fichier Markdown et puis on n'a plus qu'à faire du copier-coller à chaque installation et à modifier éventuellement les 2-3 petites choses qui changent. On est quand même sur des choses qui se ressemblent beaucoup d'un Django à l'autre, hein, bien sûr.
du moins les phases de démarrage, bien évidemment. Donc première chose, PIP Django, installe Django, donc là, tchlac. Ça prend un petit peu de temps malgré tout. Donc il m'a bien installé la version 4.2.8 et hop, c'est parti. Ensuite, alors là pour le coup c'est plus pour ma cuisine, je vais installer Django REST Framework parce que je pense que j'en aurai besoin pour mes petits utilitaires que je vais créer. Mais celui-là est un peu accessoire dans l'histoire, ça dépend si vous faites une API ou pas. On va avoir besoin de Django, de MySQL Client, puisqu'on va passer par MySQL Client. Alors c'est là où la première fois que j'ai fait mon installation, c'est Django. Il y a eu un petit bug par rapport à ça, parce qu'il y a le compilateur de je ne sais quoi qui est parfois pas actif sur certains comptes. Donc c'est là où j'ai été obligé d'écrire au support technique d'O2Switch, qui est plutôt réactif en général. J'ai toujours eu des réponses très rapides. Et en l'occurrence, je crois que c'était réglé dans le quart d'heure ou la demi-heure. Ils ont eu le temps de comprendre le truc, parce que j'étais pas très bien clair dans mon explication. On a eu deux échanges de mails, enfin de tickets, et ils ont activé le truc et ça passe. Mais je sais que la première fois, j'ai eu un petit souci du compilateur C++ qui n'était pas actif et qu'il a fallu, voilà. Alors après, en termes d'installation, a priori, si je vais peut-être avoir besoin de gérer des images. Bon, même s'il est toujours possible de le faire par la suite, mais si vous utilisez des vignettes ou des choses comme ça dans votre projet, d'installer Pilo est toujours une bonne idée parce que ça va pouvoir permettre de gérer, de manipuler des images, etc. Après, là encore, hein, les installations, alors la seule vraiment nécessaire, c'est ici qu'il faut que je le tape. C'est la seule installation nécessaire, c'est évidemment Django et le MySQL client si vous utilisez MySQL. Si vous utilisez Oracle, il faudra installer le Oracle, non, si vous utilisez Postgres, pardon, il faudra installer le Postgres client. Je vous renvoie vers la doc de Django pour ça. Si vous utilisez SQLite, il n'y a rien besoin d'installer, hein, c'est déjà intégré. Les deux autres dépendent de vos projets, si vous les utilisez ou pas, bien entendu. Et puis après, c'est toujours une bonne idée de faire un petit PIP freeze pour conserver, si je fais un more requirements, on voit bien qu'on a les classiques, on n'a pas des tonnes de dépendances, mais on a bien Django, Django REST Framework, etc. Bon, a priori, on n'a rien oublié. Une fois qu'on a ça, eh bien, on va effectivement démarrer un projet Django, donc avec le fameux Start Project. Alors, par convention personnelle, j'aime bien l'appeler config et le mettre dans le dossier courant pour éviter d'avoir des arborescences supplémentaires. Je sais que tout le monde ne fait pas comme ça. Certains alors, déjà ne l'appellent pas config, peuvent l'appeler core, peuvent l'appeler root, peuvent l'appeler je ne sais quoi. Le nom importe peu tant que vous savez à quoi ça correspond, hein, bien sûr. Et j'aime bien l'installer dans le dossier courant, donc ne pas oublier le petit point qui est à la fin ici de la commande. Hop, qui va nous permettre donc de créer effectivement l'arborescence. Si je fais mon ls, théoriquement on retrouve notre fichier requirements, on retrouve le dossier config, et si je fais le ls.config, il a bien créé à l'intérieur un certain nombre de fichiers, dont le fichier settings, qui va donc être les réglages, on va y aller très vite, et le dossier, le fichier URL, qui va déterminer les URL. Il va également nous créer le wsj.py, c'est lui qu'il faudra spécifier dans le cpanel. D'ailleurs, on peut peut-être le faire tout de suite. D'ailleurs, au stade où on en est, hop, on va le faire tout de suite. C'est-à-dire que je reviens dans le cpanel, et là où on avait le passenger underscore wsj, eh bien, on va remplacer par config/wsji. Donc le WSGI étant le module serveur de Python, pour simplifier ici. Et le dossier, le entry point application, ça c'est bon. D'accord, donc j'ai bien changé le config/. Attention, parce que j'ai créé mon projet sous le dossier, j'ai bien mis config ici, donc c'est config ici. Si vous l'avez appelé core, il faudra l'appeler core, bien entendu, etc. Bref, il faut que ça pointe vers le fichier qui s'appelle wsgi.py.
Une fois ça, bah, on peut faire save. Pas besoin de le relancer, je sais pas s'il le relance ici. Euh, voilà, c'est bon. De toute façon, on n'a pas fini la config, donc le relancer maintenant n'a pas beaucoup de sens, hein, bien sûr. Donc, une fois qu'on a, on a créé le fichier config, bah, il va falloir modifier évidemment les réglages de Python, de Django, pardon, pour la base de données, évidemment. C'est là où, par rapport à une install locale en SQLite, bah, il y a des choses à changer, hein, bien sûr. Alors, ne reculons devant aucun sacrifice, on va utiliser VI, donc VI de config, et je vais utiliser de settings, bien sûr. Seulement. Voilà, donc c'est là où j'ai mon arborescence effectivement ici. On retrouve bien le dossier config qu'on a créé. On retrouve bien le requirement.txt qu'on a créé également. Et on va pouvoir modifier ces fichiers évidemment. Donc, c'est-à-dire que je vais le rapatrier à portée de main ici pour pouvoir faire les modifs. Et comme ça, on sera un peu moins en direct, mais au moins on verra bien. Et puis il faudra évidemment penser à le rebalancer sur le serveur, évidemment, à chaque fois que l'on fait des modifs, évidemment. 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 Bien, donc on est sur une config Django. Donc là, Django, on va avoir effectivement un secret key qu'il faudra évidemment changer quand vous êtes en production. Mais ça, je le ferai off caméra, bien sûr. Mettant quelque chose, en principe, on ne montre pas ses clés, bien entendu, mais c'est pour ça que je les changerai. On aura des changements à faire ici, évidemment, puisque là, on est en mode debug. Je vais rester en mode debug le temps de l'installation. Par contre, on peut d'ores et déjà changer. On peut déjà, ouais, on peut déjà le mettre. Allez, on va travailler sans filet. False. Donc le debug false. D'accord, donc le projet ici, et le allowed host, vous mettez étoile, ou vous mettez évidemment votre domaine à adapter selon vos projets évidemment. Les apps installées, c'est là où il y aura des changements à faire, notamment pour Django REST Framework et les applis qu'on va créer bien entendu. Ensuite, le middleware, c'est pareil, il y aura des sécurités à changer. Les templates, c'est pareil, il y aura des trucs à changer. Le WSJ Application, ça c'est bon. On retrouve bien en fait ici les chemins qu'on a spécifiés dans notre app, c'est-à-dire qu'on a une notation Django, enfin Python avec des points, mais on est bien dans Complique WSGI Application à rapprocher à ici ce que l'on a saisi, config WSGI application. Donc on est bien en phase. Alors database, c'est là où on va avoir des choses à changer puisque nous on va pas vouloir être en SQLite 3 mais bien en Django en MySQL bien sûr. D'accord. Donc c'est là où première modification. Hop là. Je mets ça en commentaire histoire de l'avoir sous le coude. Pas sûr que je le garde, bien sûr. Donc, on le reprend du site de Django où vous avez l'exemple. Je vais détailler, mais je pense que vous aurez compris le principe. Il faut spécifier les réglages qui sont propres à votre installation. Typiquement, mon installation, c'est quoi? Pardon. C'est donc MySQL, puisqu'on a installé le moteur, et on retrouve le nom de l'utilisateur, le nom de la base, pardon, le nom de l'utilisateur, c'est le même, le mot de passe que je vais changer plus tard, et localhost 3306, base de données relativement standard pour du MySQL. Donc là, on est bon. Ensuite, tant qu'on y est dans la config, on peut effectivement scroller le fichier de config. Ah, language code, tant qu'à faire, FR, donc, ou si vous êtes en anglais, vous laissez en anglais bien sûr. Et la time zone en ce qui me concerne, Europe / Paris, me paraît être plutôt une bonne chose. On va déjà faire le lancement général et on reviendra sur les fichiers statiques par la suite. Donc là, tac, 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 database time zone, ici. Voilà, donc là je pense que pour la première phase, qui nous permettra de voir si Django tourne, c'est déjà pas mal. Et je reviens. Ah oui, FTP. Donc je rebalance mon settings. Voilà, mis à jour dans le dossier. Voilà. Je reviens sur mon cPanel. Et théoriquement, ici, on doit pouvoir faire le migrate. Donc je reviens ici, tac, tac, voilà. Modifier, je reviens sur la petite. Voilà, petit panel.
faut être concentré hein, quand on travaille sur Django. Il y a plein de fichiers qu'il faut modifier, ça vous le savez sans doute si vous faites du Django. Mais quand on le met en production, il y a plein d'endroits où il faut aller pour faire nos réglages. Alors, surtout avec la caméra et le petit écran, etc. C'est un peu plus complexe, mais il faut être assez vigilant, hein, bien sûr, sur les phases. Il faut qu'on ait l'habitude, c'est un peu toujours les mêmes, hein, bien entendu, mais au départ, c'est pas si simple. Donc, modifier la config. Voilà, donc notamment base de données, principalement base de données. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir faire les parties up ici, c'est-à-dire les migrations. Donc, hop, on revient. Donc là, SH. Donc, on a le Python manage manage.py et on a le make. Alors, migration. Migrate, pardon. Migrate. On n'a pas obligé à ce stade de faire, de faire un make migrations parce que on n'a pas de modèle, on n'a rien de particulier, tout est déjà en place, il suffit de lancer le migrate. Et il va nous faire. Alors, il nous a fait un petit warning par rapport à MariaDB, c'est des hints plutôt. Donc, côté PHPMyAdmin, il a effectivement créé un ensemble de tables, c'est-à-dire les tables qui correspondent au cœur de Django, des tables techniques, bien sûr. Alors, il n'y a pas encore grand-chose dedans, mais vous voyez, vous avez le migration, vous avez le content type et les permissions qui sont créées. Pour l'instant, c'est à peu près tout, on n'a rien fait. Hop. Alors ensuite, on a donc le migrate. Une fois qu'on a le migrate, il se peut être pas mal de créer un create super user et de remplir évidemment le nom du super user. Prenez un mot de passe évidemment fort, évitez admin, sauf si c'est un Python que vous autodétruisez dans le quart d'heure qui suit, mais sinon c'est pas une bonne idée, hein, bien entendu. D'accord. Donc si le mot de passe était trop faible, il vous l'aurait dit, hein, il vérifie à ce stade. Et si j'actualise ma base, vous allez voir qu'effectivement, nous avons maintenant un user qui a été créé. Super changement, mais ce qui est à peu près logique, hein, bien sûr, puisqu'on vient de créer un user, hein, bien sûr. Je pense qu'on va pouvoir, à ce stade, relancer notre serveur. Et si je viens ici, on n'a rien, ce qui paraît pas absurde. Et si je fais admin, c'est-à-dire l'admin, ah oui, sans les CSS. D'accord, donc on est bien sur l'admin de Django. On a un problème avec les dossiers statiques, mais vous voyez que ça tourne. À ce stade, on est plutôt pas mal. D'accord. Donc, ça c'est déjà plutôt rassurant. Alors les fichiers statiques, c'est toujours un peu, les réglages sur lesquels j'hésite, parce qu'il fait le distinguo entre les statiques de travail, les statiques qui peuvent être répartis potentiellement dans plein de dossiers, et ceux qui vont être effectivement en exploitation réelle, notamment ceux de l'admin. Ils sont dans les profondeurs du système, on va le dire comme ça, et donc il va falloir lui demander de les collecter, c'est-à-dire de les dupliquer pour les mettre dans un dossier spécifique. Et donc là, on a notre Django qui est en route, mission réussie. Bah, tiens, à propos de pouces, n'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Promis, je vais essayer de faire des vidéos, m'y remettre, si possible, dès que possible. À bientôt!